Le lynx roux surgit de la forêt hivernale, ses yeux ambrés fixés sur Marc avec une intensité qui ébranla son âme jusqu'au tréfonds. Derrière Luna, dont la silhouette sauvage avait disparu 3 ans plus tôt, gisait un chaton au flanc ensanglanté, rappelant brutalement à Marc que certains liens ne se brisent jamais, même entre les mondes sauvages et humains. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde vous nous regardez. Allons-y. Au cœur des montagnes laurentiennes du Québec, où les forêts denses s'étendent à perte de vue et où le silence n'est rompu que par le murmure du vent dans les pins, une histoire extraordinaire allait bientôt se dérouler. C'était un matin glacial de février, le sol recouvert d'un manteau neigeux immaculé qui craquait sous les pas de Marc Tremblay. À 42 ans, cet ancien garde forestier devenu photographe animalier avait appris à lire les signes de la nature comme d'autres lisent un livre ouvert. Mais ce jour-là, tandis qu'il suivait des traces fraîches dans la neige, son cœur battait plus fort qu'à l'accoutumée. « Sauvage », murmura-t-il, en s'accroupissant pour examiner les empreintes caractéristiques. « Tu es revenu. » Ces traces n'étaient pas ordinaires. Pour n'importe quel randonneur, elles auraient simplement signalé la présence d'un prédateur à éviter. Pour Marc, elles représentaient bien plus. Un fantôme du passé, un espoir qu'il avait abandonné 3 ans auparavant. Il se redressa lentement, son regard balayant l'étendue blanche devant lui. Sa respiration formait de petits nuages de condensation dans l'air glacé. Quelque part, dans cette immensité sauvage, se trouvait un lynx roux qu'il avait autrefois appelé Luna. 8 ans plus tôt, Marc avait trouvé une minuscule boule de fourrure tachetée près du corps de sa mère, victime d'un braconnier. Le petit lynx, à peine âgé de quelques semaines, n'aurait pas survécu seul face aux rigueurs de l'hiver québécois. Contre toute logique, contre toutes les règles qu'il s'était juré de respecter en tant que garde forestier, Marc avait ramené le chaton chez lui. Ce sera temporaire, avait-il promis à Sophie, sa femme, vétérinaire spécialisée dans la faune sauvage. Juste le temps qu'il reprenne des forces. Ce temporaire s'était transformé en 5 années d'une cohabitation improbable. Luna, nommée ainsi pour la tache en forme de croissant de lune sur son flanc droit, avait grandi sous leur toit, un être à mi-chemin entre le sauvage et le domestique. Sophie et Marc avaient toujours veillé à préserver ses instincts naturels, conscients que Luna appartenait à la forêt. Ils avaient aménagé leur maison isolée, en bordure de forêt, pour qu'elle puisse explorer son environnement naturel tout en revenant à ce qu'elle considérait comme son territoire. Puis était venu ce jour fatidique où Luna, devenue une magnifique femelle adulte, avait disparu. Marc avait suivi ses traces pendant des jours, avant de comprendre que le lynx avait finalement répondu à l'appel de la nature sauvage. C'était la fin logique, celle qu'il avait toujours anticipée, même s'il n'y était jamais vraiment préparé. 3 ans s'étaient écoulés. 3 ans pendant lesquels Marc avait changé de carrière, troquant son uniforme de garde forestier pour un appareil photo professionnel. Photographier les animaux sauvages était devenu sa façon de rester connecté à eux, de capturer leur essence sans interférer avec leur existence. Et peut-être, au fond de lui, espérait-il un jour croiser l'objectif de son appareil avec le regard ambré de Luna. Et maintenant, ses traces, ses empreintes caractéristiques qu'il reconnaîtrait entre 1000. Marc ajusta son sac à dos contenant son équipement photographique et commença à suivre les traces avec méthodologie, prenant soin de ne pas effacer les indices. Le soleil hivernal, bas sur l'horizon, projetait des ombres allongées entre les arbres. Il progressait lentement, tous ses sens en alerte. Après 1 heure de pistage minutieux, il atteignit une petite clairière. Les traces s'arrêtèrent brusquement. Marc s'immobilisa, scrutant les environs. Dans la nature, quand les traces s'arrêtent, c'est souvent que l'animal est tout proche. Son instinct lui disait qu'il était observé. Lentement, il s'accroupit et sortit son appareil photo,
plus par habitude que par intention réelle de photographier. C'est alors qu'il la vit, une silhouette tachetée, parfaitement immobile sur une branche basse d'un pin majestueux à environ 20 mètres de lui. Un lynx roux adulte, son pelage roux moucheté de noir se fondant presque parfaitement avec l'écorce de l'arbre. Le souffle de Marc se bloqua dans sa gorge. Était-ce Luna? À cette distance, il ne pouvait distinguer la marque en croissant de lune. Le lynx l'observait avec une intensité troublante, ses yeux ambrés fixés sur lui sans cligner. « Luna » murmura-t-il, sachant pertinemment que prononcer ce nom à voix haute était absurde. Ce félin sauvage, qu'il soit ou non son ancien pensionnaire, n'avait aucune raison de répondre à ce nom après 3 années dans la nature. Pourtant, les oreilles du lynx s'orientèrent vers l'avant à l'écoute de sa voix. Un frisson parcourut l'échine de Marc. Il connaissait suffisamment le comportement des lynx pour savoir que celui-ci ne se comportait pas comme un animal totalement sauvage face à un humain. La distance qu'il maintenait était calculée, suffisamment loin pour se sentir en sécurité, mais suffisamment proche pour observer. Marc resta immobile, laissant le lynx le jauger. Un mauvais mouvement et l'animal disparaîtrait, peut-être pour toujours. Les minutes s'étirèrent, transformant cette rencontre silencieuse en une sorte de dialogue muet entre 2 êtres que tout séparait et que tout unissait à la fois. Finalement, le lynx se leva, s'étira comme un chat domestique le ferait sur un canapé et descendit gracieusement de son perchoir. Marc retint sa respiration. L'animal ne s'enfuit pas mais commença à marcher parallèlement à lui, maintenant cette même distance de 20 mètres, comme s'il l'invitait à le suivre. « Tu veux me montrer quelque chose, c'est ça ?» murmura Marc, incrédule. Il se redressa avec une lenteur délibérée et commença à suivre le lynx, qui progressait d'un pas assuré entre les arbres, s'arrêtant occasionnellement pour vérifier que l'humain suivait toujours. Ce comportement était si délibéré, si peu naturel pour un félin sauvage, que Marc sentit l'espoir grandir en lui. Ce ne pouvait être qu'elle. Le lynx le conduisit à travers la forêt pendant près d'une demi-heure, s'enfonçant plus profondément dans les bois qu'il ne l'avait prévu. Marc consultait régulièrement sa boussole et son GPS, notant leur progression vers le nord-est. Il s'approchait d'une zone qu'il connaissait bien, un ancien refuge forestier abandonné où il avait l'habitude de s'abriter lors de ses patrouilles en tant que garde. Quand ils atteignirent une petite crête surplombant une dépression naturelle, le lynx s'arrêta et se retourna complètement vers lui. Pour la première fois, Marc put clairement voir son flanc droit et son cœur fit un bond. Là, sur le pelage tacheté, se dessinait un motif en forme de croissant de lune, exactement comme celui de Luna. « C'est bien toi », souffla-t-il, l'émotion serrant sa gorge. Le lynx, Luna, le fixa intensément, puis tourna son regard vers le contrebas. Marc suivit son regard et aperçut le vieux refuge forestier, à moitié dissimulé sous la neige et la végétation. Mais ce qui attira son attention fut le mouvement près de l'entrée, de petites formes tachetées qui se poursuivaient dans la neige. Des chatons. Luna avait des petits. La réalisation frappa Marc comme une vague. Luna ne l'avait pas simplement reconnu, elle lui faisait suffisamment confiance pour lui montrer sa progéniture, le trésor le plus précieux pour n'importe quelle mère dans le règne animal. « Tu es venu me chercher exprès », murmura-t-il, comprenant soudain la signification de ces traces si évidentes qu'il avait suivies. Luna, avec son intelligence exceptionnelle, avait délibérément laissé une piste pour qu'il la trouve. Marc s'accroupit lentement, posant son appareil photo dans la neige. Ce moment dépassait tout ce qu'il aurait pu espérer capturer avec un objectif. Luna descendit quelques pas vers lui, réduisant pour la première fois la distance qui les séparait. Elle s'arrêta à environ 10 mètres, et Marc put voir les détails de son visage, cette expression unique, ce regard qui semblait contenir une sagesse ancienne. Pourquoi maintenant, Luna? Pourquoi après tout ce temps?
Comme si elle comprenait sa question, Luna émit un son rauque à mi-chemin entre un ronronnement et un grognement. Puis elle tourna à nouveau son regard vers ses petits en contrebas. Marc observa plus attentivement la scène et remarqua que l'un des chatons semblait se déplacer différemment des autres. Même à cette distance, il pouvait voir que sa démarche était asymétrique, comme s'il boitait. La compréhension le frappa comme un éclair. Luna n'était pas venue par hasard, elle avait besoin d'aide. Marc n'hésita pas un instant. Avec des gestes lents mais déterminés, il sortit son téléphone satellite de son sac et composa le numéro de Sophie. 3 tonalités plus tard, la voix de sa femme résonna à son oreille. « Marc, tout va bien ?»« Sophie, c'est Luna. Je l'ai retrouvée, ou plutôt elle m'a retrouvée, » dit-il, son regard ne quittant pas le lynx qu'il observait toujours. « Elle a des petits, et l'un d'eux semble blessé. » Un silence de quelques secondes suivit, puis Sophie répondit, sa voix professionnelle prenant le dessus sur l'émotion. « Tu es certain que c'est elle ?»« Absolument. La marque en croissant est là, exactement au même endroit. Et son comportement... Sophie, elle m'a délibérément conduit à ses petits. »« Où es-tu exactement ?» Marc lui donna ses coordonnées GPS, décrivant le vieux refuge forestier. « Nous sommes à environ 3 heures de marche du point où j'ai garé le 4x4. Je prendrai le sentier nord avec le véhicule tout-terrain. Je peux y être dans 2 heures environ. En attendant, observe mais n'interviens pas directement, sauf si le chaton est en danger immédiat. » Marc acquiesça, bien que Sophie ne puisse le voir. « Compris. Je vais essayer de déterminer l'étendue de la blessure du petit. » Après avoir raccroché, Marc reporta toute son attention sur Luna, qui n'avait pas bougé de sa position. Avec des mouvements délibérément lents, il sortit ses jumelles pour observer les chatons en contrebas. Il en compta 3 au total, 2 qui jouaient vigoureusement dans la neige, et un 3e, légèrement plus petit, qui restait à l'écart, sa patte arrière droite visiblement enflée. « Une patte cassée peut-être, » murmura-t-il, « ou une infection. » Luna émit à nouveau ce son particulier, mi-ronronnement, mi-grognement, puis commença à descendre vers ses petits. Marc la suivit à distance respectueuse, laissant le lynx dicter le rythme et la proximité qu'elle acceptait. Alors qu'ils approchèrent du refuge, les 2 chatons en bonne santé remarquèrent immédiatement la présence de l'humain et disparurent prestement dans les buissons qui entouraient la vieille cabane. Le chaton blessé tenta de les suivre, mais trébucha, émettant un petit cri de douleur qui serra le cœur de Marc. Luna s'approcha de son petit, le léchant doucement avant de lever les yeux vers Marc, dans une expression qu'il aurait juré être implorante si elle n'avait pas émané d'un animal sauvage. Marc s'arrêta à environ 15 mètres, s'accroupissant pour paraître moins menaçant. Il commença à parler doucement, d'une voix calme et basse, comme il l'avait fait autrefois lorsque Luna vivait sous son toit. « Je suis là pour aider, Luna. Sophie arrive. Tu te souviens de Sophie, n'est-ce pas? Elle va soigner ton petit. » À sa grande surprise, Luna sembla réagir à la mention du nom de Sophie. Ses oreilles pivotèrent vers l'avant et elle fit quelques pas dans sa direction, réduisant encore la distance entre eux. Marc resta immobile, continuant à parler doucement, partageant avec Luna les 3 années qui s'étaient écoulées depuis son départ. Il lui raconta comment il avait quitté son poste de garde forestier, ne supportant plus de voir la destruction progressive de l'habitat qu'il était censé protéger, comment il avait transformé sa passion pour la photographie en une carrière, utilisant ces images pour sensibiliser le public à la beauté fragile des écosystèmes forestiers. Luna s'était finalement assise, sa posture alerte mais détendue, comme si elle écoutait réellement son histoire. Son petit blessé s'était pelotonné contre elle, cherchant chaleur et réconfort. Les 2 autres chatons avaient timidement réapparu, leur curiosité l'emportant sur leur peur, mais restaient à l'orée des buissons, prêts à disparaître au moindre signe de danger. Le temps passa ainsi,
dans cette étrange communion entre l'homme et les félins sauvages. Marc continua de parler, sa voix devenant un élément familier dans ce paysage hivernal silencieux. Il observa que la blessure du chaton ne semblait pas mettre sa vie en danger immédiat, mais nécessitait clairement des soins. « Tu sais, dit-il à Luna, je me suis souvent demandé si tu avais trouvé ce que tu cherchais dans la forêt, si tu étais heureuse. » Luna cligna lentement des yeux, ce geste que les félins utilisent pour exprimer leur confiance. Marc sentit une émotion profonde l'envahir. Pendant 5 ans, il avait partagé sa vie avec cette créature extraordinaire, et pendant 3 ans, il s'était demandé ce qu'elle était devenue. Et maintenant, elle était là, mère de 3 petits, lui accordant à nouveau sa confiance dans un moment de besoin. Le son distant d'un moteur interrompit ses pensées. Luna se redressa immédiatement, aux aguets, ses oreilles pivotant vers la source du bruit. Les 2 chatons en bonne santé disparurent instantanément. « C'est Sophie », rassura Marc, se relevant lentement. « Elle vient pour aider. » À sa grande surprise, Luna ne s'enfuit pas. Elle resta près de son petit blessé, ses yeux passant de Marc à la direction du bruit qui approchait. Quelques minutes plus tard, Sophie apparut sur le sentier, conduisant le quad tout-terrain équipé pour les interventions vétérinaires d'urgence. Elle coupa le moteur à distance respectueuse et descendit lentement du véhicule, son regard fixé sur Luna et son petit. « C'est vraiment elle », murmura Sophie, émue en rejoignant Marc. Après tout ce temps, Marc hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. Sophie portait une combinaison thermique et un sac à dos médical professionnel. Avec des gestes méthodiques, elle commença à en sortir son équipement, tout en gardant un œil sur Luna. « La patte arrière droite du petit est blessée », expliqua Marc. « Je n'ai pas pu m'approcher suffisamment pour déterminer la nature exacte de la blessure. » Sophie acquiesça. « Je vais devoir l'examiner. La question est, comment Luna va-t-elle réagir ?» Comme si elle comprenait qu'il parlait d'elle, Luna émit un de ses sons caractéristiques, puis à la stupéfaction du couple, se leva et s'approcha lentement, son petit blessé se traînant derrière elle. « Incroyable !» souffla Sophie. « Elle se souvient vraiment de nous. »« Elle est venue me chercher exprès, » dit Marc. « Elle savait que nous pourrions l'aider. » Luna s'arrêta à environ 5 mètres d'eux, une distance qui aurait été impensable pour un lynx véritablement sauvage face à des humains. Elle s'assit à nouveau, observant Sophie avec ce qui semblait être de l'attente. Sophie, fidèle à sa formation de vétérinaire spécialisée dans la faune sauvage, savait qu'elle devait agir avec un mélange de respect et d'assurance. Elle prépara une seringue avec un léger sédatif, suffisant pour examiner le chaton sans le stresser davantage, mais pas assez puissant pour l'endormir complètement. « Je vais devoir me rapprocher », dit-elle à Marc. « Reste immobile et continue à lui parler. » Marc acquiesça et reprit son monologue apaisant, observant avec un mélange d'émerveillement et d'anxiété Sophie s'approcher pas à pas de Luna et son petit. À sa grande stupéfaction, Luna resta parfaitement immobile, ses yeux ambrés fixés sur Sophie avec une intensité troublante. Lorsque Sophie fut à moins de 2 mètres, elle s'accroupit lentement, présentant sa main ouverte à Luna, comme elle l'aurait fait avec un chat domestique méfiant. « Bonjour, ma belle », murmura-t-elle. « Tu te souviens de moi, n'est-ce pas ?» Luna tendit légèrement le cou, reniflant l'air dans la direction de Sophie. Puis, dans un geste qui laissa les 2 humains stupéfaits, elle poussa doucement son petit blessé vers la vétérinaire. « Mon Dieu !» chuchota Sophie, les larmes aux yeux. « Elle nous fait confiance. » Avec des gestes experts mais tendres, Sophie examina rapidement le chaton, qui émit quelques faibles protestations, mais se laissa manipuler sous le regard vigilant de sa mère. « C'est une fracture ouverte », diagnostiqua-t-elle après quelques minutes, probablement causée par un piège. Il y a des signes d'infection,
mais nous sommes intervenus à temps. Elle administra le léger sédatif, puis nettoya et désinfecta la plaie avant de stabiliser la fracture avec une attelle légère. Il va avoir besoin d'antibiotiques et de soins suivis pendant au moins 2 semaines, dit-elle à Marc. Ce qui signifie... Marc compléta sa pensée. Que nous devons les ramener à la maison. Ils échangèrent un regard lourd de sens. Ramener Luna et ses petits chez eux, même temporairement, soulevait de nombreuses questions complexes. Luna était un animal sauvage maintenant, mère de 3 chatons nés dans la nature. Les séparer de leur environnement, même avec les meilleures intentions, pourrait perturber leur développement naturel. Mais le petit avait besoin de soins urgents. Sans intervention, l'infection pourrait se propager, mettant sa vie en danger. Et Luna elle-même semblait avoir fait son choix en venant chercher Marc. Sophie et Marc échangèrent un long regard, communiquant silencieusement, comme seuls les couples de longue date savent le faire. La décision était prise. Ils allaient ramener Luna et ses petits chez eux. Restait maintenant la question pratique. Comment transporter une famille de lynx sauvages à travers la forêt hivernale? J'ai apporté une grande cage de transport dans le quad, dit Sophie, rangeant soigneusement son matériel médical. Mais je ne l'ai prise que pour le chaton blessé. Je n'avais pas prévu tout ça. Marc observa Luna, qui léchait doucement son petit après les soins prodigués par Sophie. Les 2 autres chatons s'étaient à nouveau approchés, curieux mais méfiants, restant à l'orée des buissons. Luna pourrait peut-être nous suivre, suggéra-t-il. Elle l'a déjà fait aujourd'hui. Sophie secoua la tête. Trop risqué. Si elle décide de s'éloigner en chemin ou si les petits se dispersent, non, nous devons les garder ensemble. Après réflexion, ils optèrent pour une approche progressive. Sophie retourna au quad et en rapporta une couverture thermique et la cage de transport. Avec des gestes délicats, elle installa le chaton blessé, désormais légèrement sédaté, dans la cage. « Maintenant, voyons si Luna comprend », murmura Sophie. À leur grande surprise, Luna sembla parfaitement saisir la situation. Elle s'approcha de la cage, renifla son petit à travers les barreaux, puis regarda Marc et Sophie comme pour donner son approbation. Mais lorsque Sophie tenta de fermer la cage, Luna émit un grognement d'avertissement. Elle ne veut pas être séparée de lui, comprit Marc. Sophie acquiesça. Le quad peut supporter notre poids à tous les 2, plus la cage et probablement Luna. Mais les 2 autres chatons... Marc réfléchit rapidement. J'ai mon sac à dos photo. Il est spacieux et doublé. Si nous enlevons l'équipement... En quelques minutes, ils avaient vidé le sac à dos de Marc, créant un espace douillet avec la couverture thermique. Avec une patience infinie et quelques morceaux de viande séchée que Sophie avait apportés pour appâter d'éventuels animaux blessés, ils parvinrent à attirer les 2 chatons restants suffisamment prêts pour les saisir et les placer dans le sac, laissant une ouverture suffisante pour qu'ils puissent respirer et voir leur mère. « Je porterai le sac devant moi », décida Marc. Luna pourra les voir et rester près d'eux. L'opération de transport fut délicate mais étonnamment fluide. Sophie conduisait le quad à vitesse réduite avec la cage du chaton blessé solidement attachée derrière elle. Marc était assis derrière Sophie, tenant le sac avec les 2 autres chatons contre sa poitrine. Et Luna, dans un comportement qui défiait toute logique pour un félin sauvage, trottait à côté du véhicule, maintenant constamment un contact visuel avec ses petits. Le trajet à travers la forêt hivernale prit près d'1 heure et demie, la neige ralentissant leur progression. Pendant tout ce temps, Luna ne montra aucun signe d'hésitation, suivant le quad avec une détermination qui témoignait de son intelligence exceptionnelle et de sa confiance envers ses anciens propriétaires. « C'est incroyable !» dit Sophie pendant une courte pause pour vérifier l'état du chaton blessé. « J'ai travaillé avec des animaux sauvages toute ma vie, mais je n'ai jamais rien vu de tel. » Marc observait Luna, qui s'était assise à quelques mètres d'eux, sa posture alerte mais détendue. «
Elle a toujours été spéciale. Rappelle-toi comment elle comprenait nos routines, comment elle semblait anticiper nos actions. » Sophie hocha la tête, se souvenant des années où Luna avait partagé leur vie. « Je me demande ce qu'elle a vécu ces 3 dernières années, comment elle a survécu, trouvé un partenaire, élevé ses petits. Et pourquoi elle est revenue précisément maintenant ?» ajouta Marc, pensif. Le reste du trajet se déroula sans incident, et bientôt, la maison isolée de Marc et Sophie apparut entre les arbres. C'était une construction en bois sur 2 niveaux, parfaitement intégrée dans son environnement forestier, avec une grande dépendance qui servait autrefois d'écurie et que Sophie avait convertie en clinique vétérinaire de campagne. À l'approche de la maison, Luna s'arrêta brusquement, ses oreilles pivotant dans toutes les directions, humant l'air avec intensité. Marc et Sophie retinrent leur souffle. Allait-elle changer d'avis? Puis, dans un geste qui les émut profondément, Luna s'avança lentement vers la maison, suivant un chemin qu'elle avait emprunté des milliers de fois auparavant, comme si les 3 années d'absence n'avaient été qu'un bref interlude. « Elle se souvient », murmura Sophie, la voix serrée par l'émotion. Ils dirigèrent le quad directement vers la clinique, où Sophie avait tout l'équipement nécessaire pour soigner correctement le chaton blessé. L'espace était chaleureux et fonctionnel, avec plusieurs zones de traitement et des cages de convalescence de différentes tailles. Une partie de la grange avait été aménagée en enclos intérieur pour les animaux nécessitant plus d'espace pendant leur rétablissement. « C'est ici que nous allons les installer », décida Sophie, désignant le plus grand des enclos. « Il y a suffisamment d'espace pour qu'ils puissent se déplacer, et nous pourrons l'aménager pour qu'il ressemble à un environnement naturel. » Marc approuva, déposant délicatement le sac contenant les 2 chatons. Ceux-ci, malgré leur jeune âge, Marc les estimait à environ 3 mois, montraient déjà les signes d'une nature sauvage bien développée. Dès que l'ouverture du sac fut suffisamment large, ils bondirent hors de leur confinement, cherchant immédiatement un abri sous une table d'examen. Luna, qui les avait suivis à l'intérieur avec une confiance surprenante, s'approcha de ces petits effrayés, les rassurant de quelques léchages rapides avant de surveiller Sophie qui sortait le chaton blessé de sa cage. Le petit félin était maintenant complètement réveillé, les effets du léger sédatif s'étant dissipés. Il émit quelques protestations faibles lorsque Sophie l'examina à nouveau sous la lumière vive de sa clinique. « La fracture est nette, c'est une bonne nouvelle », dit-elle après un examen approfondi. « Mais l'infection m'inquiète. Je vais devoir nettoyer la plaie plus en profondeur et lui administrer des antibiotiques. » Marc observait Luna pendant que Sophie travaillait. Le lynx adulte ne quittait pas sa progéniture des yeux, mais ne montrait aucun signe d'agressivité envers les humains qui manipulaient son petit. Cette confiance absolue le bouleversait. « Je vais lui poser une attelle plus sophistiquée et lui donner une injection d'antibiotiques à large spectre », expliqua Sophie, tout en travaillant avec l'efficacité calme qui la caractérisait. « Ensuite, nous pourrons les installer tous les 4 dans l'enclos. » L'opération prit près d'1 heure. Sophie nettoya méticuleusement la plaie, révélant des traces métalliques qui confirmaient sa théorie initiale. « C'était bien un piège », dit-elle, son visage s'assombrissant. « Probablement un de ces pièges illégaux que les braconniers posent dans le parc. » Marc sentit une vague de colère monter en lui. En tant qu'ancien garde forestier, il avait passé des années à lutter contre le braconnage, souvent avec peu de soutien des autorités. C'était d'ailleurs l'une des raisons qui l'avait poussé à quitter son poste. « Je croyais que les patrouilles avaient été renforcées dans ce secteur, » dit-il, la mâchoire serrée. Sophie haussa les épaules, continuant son travail avec précision. « Les budgets ont encore été réduits l'année dernière. Tu le sais aussi bien que moi. » Une fois le chaton soigné et placé dans l'enclos avec sa mère et ses frères, Marc et Sophie prirent enfin le temps de réaliser pleinement la situation extraordinaire dans laquelle ils se trouvaient. Ils avaient maintenant sous leur toit une famille entière de lynx roux,
dont une mère parfaitement capable de survivre dans la nature, mais qui avait choisi de revenir vers eux dans un moment de besoin. « Combien de temps pour que le petit se rétablisse ?» demanda Mark, observant la famille féline s'installer dans leur nouvel environnement temporaire. Luna explorait méthodiquement l'enclos, reniflant chaque recoin, tandis que les chatons en bonne santé commençaient timidement à jouer entre eux. Avec des soins appropriés, la fracture devrait se consolider en 3 à 4 semaines, répondit Sophie. Mais pour être certaine que l'infection est complètement éradiquée et que la patte guérisse correctement, je dirais 2 mois pour être prudente. Marc siffla doucement. 2 mois, c'est long pour garder des animaux sauvages en captivité, même dans un environnement aussi adapté que celui-ci. Sophie acquiesça, son regard professionnel évaluant déjà les aménagements nécessaires. Nous devrons enrichir constamment leur environnement, nous assurer que les chatons continuent à développer leurs instincts naturels. Et il faudra limiter au maximum notre interaction avec eux, sauf pour Luna, bien sûr. En prononçant ces mots, elle observa le lynx adulte qui s'était maintenant allongé dans un coin de l'enclos, ses petits blottis contre elle. Luna les regardait, ses yeux ambrés reflétant une intelligence qui semblait presque humaine. Les jours suivants établirent une nouvelle routine dans la maison isolée de Marc et Sophie. Chaque matin, Sophie examinait le chaton blessé, qu'ils avaient nommé Éclair en raison de la marque blanche en forme d'éclair qui traversait son museau. Les soins quotidiens comprenaient le nettoyage de la plaie, le changement de l'attelle et l'administration d'antibiotiques. À leur grande surprise, Luna assistait à chaque séance de soins, observant attentivement les gestes de Sophie, comme si elle cherchait à comprendre le processus de guérison. Les 2 autres chatons, que Marc avait baptisés Ombre et Brume pour leur capacité respective à se fondre dans les zones d'ombre et à se déplacer silencieusement comme un brouillard, s'adaptaient différemment à leur environnement temporaire. Ombre, le plus grand et le plus audacieux des 3, explorait chaque recoin de l'enclos avec une curiosité insatiable, tandis que Brume, plus réservé, restait souvent près de sa mère, observant le monde avec une prudence qui semblait au-delà de son jeune âge. 1 semaine après leur arrivée, Marc installait une caméra de surveillance dans l'enclos lorsqu'il remarqua quelque chose d'étonnant. Luna, allongée sur une plateforme surélevée qu'ils avaient construite pour imiter un affût naturel, observait non pas ses petits qui jouaient en contrebas, mais les photos accrochées au mur de la clinique. Des clichés que Marc avait pris au fil des ans, représentant divers animaux sauvages de la région. « Sophie » appela-t-il doucement. « Regarde ça. » Sa femme s'approcha silencieusement, suivant son regard. Luna avait tourné la tête, ses yeux fixés sur une photo en particulier, un cliché encadré montrant Luna elle-même, 3 ans plus jeune, perchée sur la branche d'un érable près de leur maison. « Tu crois qu'elle se reconnaît » murmura Sophie. Marc observa l'intensité du regard de Luna. « Je ne sais pas, mais je commence à croire que nous avons sous-estimé sa capacité à comprendre et à se souvenir. » Cette intuition fut renforcée plus tard dans la journée, lorsque Marc décida de montrer à Luna une vidéo qu'il avait filmée des années auparavant. Il installa sa tablette sur un trépied près de l'enclos et lança une séquence montrant Luna jeune, jouant dans la neige, poursuivant des flocons qui tombèrent du ciel. La réaction du lynx adulte les laissa sans voix. Luna s'approcha de l'écran, ses oreilles dressées et ses yeux rivés sur les images. Lorsque le son de la voix de Marc dans la vidéo se fit entendre, elle tourna brusquement la tête vers lui, puis revint à l'écran, établissant clairement une connexion entre l'homme à côté d'elle et celui qui parlait dans la vidéo. « C'est incroyable », souffla Sophie. « J'ai travaillé avec des grands félins toute ma vie, mais je n'ai jamais vu une telle capacité à faire des associations complexes. » Marc hocha la tête, les implications de cette intelligence commençant à se former dans son esprit. « Je me demande si nous pourrions utiliser cette capacité pour quelque chose de plus que satisfaire notre curiosité. » Cette remarque désinvolte allait s'avérer prophétique dans les jours qui suivirent.
La guérison d'Éclair progressait bien, l'infection se résorbant grâce aux antibiotiques et à l'excellente condition physique du jeune lynx. Mais Sophie s'inquiétait pour les deux autres chatons, dont le comportement commençait à montrer des signes d'habituation à la présence humaine. « Ils sont trop jeunes », expliqua-t-elle à Marc après avoir observé Ombre s'approcher de la porte de l'enclos lorsque Marc apportait la nourriture. « Ils n'ont pas eu le temps de développer une peur naturelle des humains. Si nous les gardons trop longtemps, ils risquent de perdre les instincts nécessaires à leur survie dans la nature. » Marc partageait cette préoccupation. En tant qu'ancien garde forestier, il savait que la ligne entre réhabilitation et domestication était mince, particulièrement pour de jeunes animaux à un âge aussi impressionnable. « Que suggères-tu ? Nous ne pouvons pas relâcher Éclair avant sa guérison complète. » Sophie réfléchit un moment. « Non, mais nous pourrions peut-être réduire notre présence autour d'eux. Et j'ai une idée. » Le lendemain matin, ils mirent en place une nouvelle approche. L'enclos fut réaménagé pour créer deux zones distinctes, une zone médicale où Éclair recevrait ses soins et une zone sauvage beaucoup plus grande et enrichie d'éléments naturels, branches, rochers, troncs creux, qui recréaient un environnement forestier. Une série de caméras discrètes permettrait de surveiller la famille sans présence humaine directe. L'idée, expliqua Sophie, est que Luna puisse amener ses petits dans la zone sauvage la plupart du temps, ne ramenant Éclair dans la zone médicale que pour ses soins. Nous réduirons notre interaction avec Ombre et Brume au strict minimum. À leur grande surprise, Luna sembla comprendre immédiatement le concept. Dès que la nouvelle configuration fut terminée, elle guida ses trois petits vers la zone sauvage, s'installant sur un rocher surélevé qui offrait une vue sur l'ensemble de l'espace. C'est seulement lorsque Sophie approcha avec le matériel médical que Luna se leva, poussa doucement Éclair vers la zone de soins, laissant les deux autres chatons dans la partie sauvage. « Elle comprend », murmura Marc, stupéfait. « Elle comprend exactement ce que nous essayons de faire. » Cette nouvelle routine fonctionna remarquablement bien. Pendant qu'Éclair recevait ses soins quotidiens sous la supervision attentive de Luna, Ombre et Brume exploraient leur environnement enrichi, développant les compétences de chasse et d'escalade essentielles à leur survie future. Marc avait même installé un système qui leur permettait de libérer occasionnellement de petites proies vivantes, principalement des souris, dans l'enclos, offrant aux chatons l'opportunité de pratiquer leur technique de chasse. 2 semaines après leur arrivée, Sophie retira l'attelle d'Éclair pour évaluer la progression de la guérison. La fracture se consolidait bien, mais le chaton boitait encore significativement, sa musculature s'étant affaiblie pendant l'immobilisation. « Il aura besoin de rééducation », constata Sophie. « Sans ça, il risque de garder une faiblesse permanente dans cette patte. » Marc observa le petit lynx qui explorait maladroitement sa nouvelle liberté de mouvement. Comment fait-on de la rééducation sur un lynx sauvage? Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Sophie. Je pense que nous allons devoir faire confiance à Luna pour ça aussi. Le plan de Sophie était audacieux mais ingénieux. Elle conçut une série d'obstacles et de plateformes à différentes hauteurs, créant un parcours de rééducation naturelle. Chaque élément était conçu pour encourager des mouvements spécifiques qui renforceraient progressivement les muscles affaiblis d'Éclair. « Luna comprendra l'intention », affirma Sophie avec une conviction qui surprit Marc. Elle guidera Éclair à travers le parcours. Marc n'était pas totalement convaincu, mais il avait appris à faire confiance à l'instinct de sa femme concernant les animaux. Et à sa grande surprise, Luna dépassa une fois de plus leurs attentes. Non seulement elle guida Éclair à travers le parcours, mais elle sembla intuitivement comprendre l'objectif de chaque obstacle. Lorsque le chaton hésitait devant une marche trop haute, Luna le poussait doucement, l'encourageant à utiliser sa patte blessée. Quand il réussissait, elle le récompensait par des léchages affectueux, renforçant positivement ses efforts. « Tu avais raison », admit Marc, observant la scène à travers l'une des caméras dans le bureau adjacent à la clinique.
Elle comprend exactement ce que nous essayons de faire. Sophie hocha la tête, mais son expression s'était assombrie. Marc, je dois te parler de quelque chose. Elle ouvrit un dossier sur son ordinateur, révélant des images de pièges similaires à celui qui avait blessé Claire. J'ai fait des recherches sur le type de piège que nous avons trouvé dans sa patte. Ce n'est pas un modèle utilisé par les braconniers ordinaires, c'est un piège spécialisé, conçu spécifiquement pour capturer des félins vivants. Marc fronça les sourcils. Pour la fourrure? Non, dit Sophie, secouant la tête. Pour le marché des animaux exotiques. Ces pièges sont conçus pour capturer des animaux sans les tuer, ni les blesser gravement. Les chatons de lynx roux peuvent se vendre jusqu'à 20 000 $ sur le marché noir des animaux de compagnie exotiques. Marc sentit son sang se glacer. L'idée que quelqu'un ait délibérément tenté de capturer les petits de Luna pour les vendre comme animaux de compagnie exotiques le révoltait profondément. Tu penses qu'il visait spécifiquement cette famille? Sophie haussa les épaules. Difficile à dire, mais ce type de piège n'est pas courant dans notre région. Quelqu'un sait ce qu'il fait, et il le fait près de chez nous. La révélation de Sophie concernant la nature spécialisée du piège changea la donne. Ce qui avait commencé comme une touchante histoire de retrouvailles et de confiance entre un animal sauvage et ses anciens gardiens prenait maintenant une dimension plus sombre. Quelqu'un, quelque part, ciblait délibérément des lynx roux pour le marché noir des animaux exotiques. Marc passa la nuit à faire des recherches, utilisant ses anciens contacts dans les services de protection de la faune. À l'aube, les cernes sous ses yeux témoignaient de son manque de sommeil, mais son expression était déterminée lorsqu'il rejoignit Sophie dans la cuisine. « J'ai parlé à Jean-Philippe du service canadien de la faune », dit-il en se versant une tasse de café. Il confirme qu'ils ont remarqué une augmentation des cas de braconnage, ciblant spécifiquement les félins sauvages au cours des 6 derniers mois, pas seulement des lynx roux, mais aussi des lynx du Canada plus au nord. Sophie écoutait attentivement tout en préparant les portions de viande fraîche pour Luna et ses petits. Ont-ils des suspects? Rien de concret, mais il m'a dit quelque chose d'intéressant. Marc prit une gorgée de café. Plusieurs des pièges retrouvés étaient équipés de technologies avancées, des transmetteurs GPS, des alertes à distance. Ce n'est pas l'œuvre de braconniers locaux. Sophie fronça les sourcils. Ça ressemble à une opération organisée. Exactement. Et ils sont actifs dans notre secteur. Marc regarda par la fenêtre, vers la ligne d'arbres qui marquait le début de la forêt. Je vais installer des caméras de surveillance autour de la propriété, et je vais recommencer mes patrouilles. Sophie posa une main sur son bras. Marc, tu n'es plus garde forestier. Ce n'est pas à toi de... Luna a choisi de venir nous voir, Sophie, l'interrompit-il, son regard intense. Elle nous a fait confiance avec ses petits. Je ne laisserai pas des trafiquants les mettre en danger. Sophie comprenait cette détermination. Elle la partageait. Mais elle s'inquiétait aussi des risques que Marc pourrait prendre. D'accord, mais sois prudent. Ces gens ne sont pas des braconniers ordinaires. S'ils gagnent autant d'argent que tu le dis, ils pourraient être dangereux. Marc hocha la tête. Je ne ferai que surveiller et collecter des informations. Au moindre signe de leur présence, je contacterai les autorités. Pendant les jours qui suivirent, Marc installa un réseau sophistiqué de caméras de surveillance autour de leur propriété. Son expérience en photographie animalière lui permettait de les dissimuler efficacement dans le paysage naturel, nichés dans des creux d'arbres, camouflés parmi les rochers ou perchés dans les branches hautes. Ces caméras étaient reliées à son ordinateur, l'alertant de tout mouvement suspect. Parallèlement, Sophie poursuivait le traitement des Claires, dont les progrès étaient remarquables. 3 semaines après son arrivée à la clinique, le jeune lynx pouvait désormais poser sa patte blessée au sol et supporter une partie de son poids. Sa démarche restait asymétrique, mais s'améliorait de jour en jour. « C'est extraordinaire », observa Sophie un matin,
alors qu'elle regardait Éclair naviguer avec une agilité croissante sur le parcours d'obstacles. « Je n'ai jamais vu une récupération aussi rapide. » Marc sourit, observant Luna qui guidait patiemment son petit à travers une série de sauts. Il a une excellente professeure. En effet, Luna avait pris en charge la rééducation d'Éclair avec une détermination presque maternelle. Chaque jour, elle l'encourageait à utiliser sa patte blessée, adaptant ses exigences aux capacités croissantes du chaton. Quand Éclair réussissait un obstacle particulièrement difficile, elle le récompensait par des léchages affectueux ou parfois même de petits morceaux de viande qu'elle semblait délibérément mettre de côté lors des repas. Plus fascinant encore était la façon dont Luna commençait à enseigner des techniques de chasse à ses trois petits. Marc et Sophie, observant via les caméras pour minimiser leur présence, étaient émerveillés par sa méthode pédagogique. Elle démontrait d'abord une technique, l'approche furtive d'une proie, le timing précis d'un bond ou la manière d'immobiliser une prise, puis observait attentivement chaque chaton tenter de la reproduire. Elle corrigeait leurs erreurs avec des coups de patte délicats ou des vocalisations douces. « Elle les prépare », dit Sophie un soir, alors qu'ils visionnaient les enregistrements de la journée. Sur l'écran, Luna montrait à Ombre comment se camoufler efficacement dans les ombres. Elle sait qu'ils retourneront bientôt dans la nature. Marc acquiesça, pensif. Et elle veut s'assurer qu'ils soient prêts. Cette préparation méthodique rendait leur dilemme encore plus poignant. D'un côté, ils voyaient Luna préparer activement ses petits pour leur retour à la vie sauvage, confirmant que c'était là leur véritable place. De l'autre, la menace des braconniers et des trafiquants planait comme une ombre sur ce futur. Un matin, alors qu'il vérifiait les caméras de surveillance, Marc fit une découverte troublante. Sur les images de la nuit précédente, on pouvait distinguer une silhouette humaine se déplaçant furtivement à la lisière de leur propriété. La personne semblait observer leur maison depuis la forêt, s'attardant particulièrement près de la grange où se trouvait la clinique. « Sophie, regarde ça », appela-t-il, son ton grave attirant immédiatement l'attention de sa femme. Elle examina la séquence, son visage s'assombrissant. « Tu penses que c'est l'un des braconniers ? Qui d'autre rôderait autour de notre propriété en pleine nuit ?» Marc zooma sur l'image, essayant de distinguer les traits du visiteur nocturne. La qualité de la vidéo infrarouge ne permettait pas d'identifier clairement le visage, mais on pouvait voir que l'individu portait une tenue de camouflage et ce qui semblait être un équipement sophistiqué. « Il savait exactement où regarder », murmura Sophie, remarquant comment la personne s'était positionnée pour avoir une vue directe sur la fenêtre de la clinique. Comme s'il savait ce que nous gardions à l'intérieur. Cette réalisation envoya un frisson le long de leur échine. Si les trafiquants savaient que Luna et ses petits étaient chez eux, ils n'étaient plus en sécurité. « Nous devons accélérer la rééducation d'Éclair », décida Sophie. « Plus vite ils pourront tous retourner dans la nature, mieux ce sera. » Marc était d'accord, mais un nouveau problème se posait. Si nous les relâchons simplement, ils seront vulnérables. Ces trafiquants connaissent notre région, ils ont probablement des pièges déjà en place. Ils passèrent la journée à élaborer un plan, pesant différentes options pour assurer la sécurité de Luna et ses petits une fois qu'ils seraient relâchés. Marc contacta à nouveau Jean-Philippe du service canadien de la faune, lui expliquant la situation sans révéler qu'ils hébergeaient actuellement les lynx. « Il suggère que nous les relocalisions », dit Marc après l'appel. « Les transporter dans une région plus éloignée, idéalement une zone protégée avec une surveillance active contre le braconnage. » Sophie considéra cette option, son regard se portant vers l'enclos où Luna observait ses petits jouets. « Cela pourrait fonctionner, mais nous devons choisir soigneusement l'emplacement. Les lynx roux sont territoriaux et Luna est familière avec cette région. La transplanter ailleurs pourrait réduire ses chances de survie. » Après de longues discussions, ils décidèrent d'un compromis.
Il relâcherait Luna et ses petits dans la réserve écologique des monts Kekeko, à environ 80 km de leur domicile. C'était suffisamment loin pour échapper aux trafiquants locaux, mais toujours dans un écosystème familier pour un lynx roux. « Je vais contacter les gardes de la réserve demain », dit Mark. « Ils pourront nous aider à organiser une libération discrète et assurer une surveillance initiale. » Sophie acquiesça, mais son expression restait préoccupée. « Et en attendant, si ces gens savent que Luna est ici… » Mark serra les poings. « Je vais doubler les caméras de surveillance et installer des alarmes. Personne n'approchera de cette clinique sans que nous le sachions. » Cette nuit-là, ils prirent des tours de garde, incapables de trouver le sommeil face à cette nouvelle menace. Mark surveillait les écrans de son système de sécurité, tandis que Sophie restait près de l'enclos, travaillant sur des dossiers tout en gardant un œil sur la famille de lynx. Vers 3 heures du matin, l'une des alarmes silencieuses de Mark se déclencha. Une caméra avait détecté un mouvement à la limite de leur propriété. Mark zooma sur la zone, distinguant à nouveau une silhouette humaine se déplaçant avec précaution entre les arbres. « Sophie », appela-t-il doucement dans son talkie-walkie, « nous avons de la compagnie, verrouille la clinique. » Sans attendre de réponse, il enfila sa veste, prit sa lampe torche la plus puissante et une bombe de gaz poivré qu'il gardait pour les rencontres avec des prédateurs agressifs. Il n'était pas armé, il avait toujours refusé de porter une arme, même durant ses années de garde forestier. Mais il n'avait pas l'intention de confronter directement l'intrus. Il voulait simplement lui faire comprendre que la propriété était surveillée et protégée. Mark sortit silencieusement par la porte arrière, évitant le gravier de l'allée principale pour ne pas signaler sa présence. La nuit était claire, un croissant de lune éclairant faiblement le paysage hivernal. Son souffle formait de petits nuages dans l'air glacial, tandis qu'il contournait la maison, se dirigeant vers la zone où l'intrus avait été repéré. Années d'expérience en tant que garde forestier lui permettaient de se déplacer presque sans bruit, ses pas attentifs évitant les branches mortes et les feuilles craquantes. Il progressait méthodiquement, utilisant les ombres des arbres comme camouflage, sa lampe torche éteinte pour ne pas trahir sa position. Dans son oreillette, la voix de Sophie était tendue. « Je vois l'intrus sur la caméra 4. Il se dirige vers l'arrière de la clinique. Mark, sois prudent. » Mark tourna légèrement vers la gauche, cherchant à intercepter l'intrus avant qu'il n'atteigne le bâtiment. Son cœur battait fort, mais ses mouvements restaient calmes, mesurés. Il n'était pas un homme violent, mais la détermination de protéger Luna et ses petits brûlait en lui comme une flamme. Soudain, il l'aperçut, une silhouette sombre se déplaçant furtivement entre les arbres, à environ 30 mètres de lui. L'intrus portait des vêtements de camouflage forestier et ce qui ressemblait à un équipement de vision nocturne. Dans ses mains, Mark distingua un objet long et fin qui pouvait être une arme tranquillisante. « Je le vois », chuchota-t-il dans son micro. « Il est armé, probablement une fléchette tranquillisante. »« Les autorités sont en route », répondit Sophie. « Mais ils mettront au moins 20 minutes à arriver. » Mark savait qu'il ne pouvait pas attendre. L'intrus se rapprochait dangereusement de la clinique. Prenant une décision rapide, il alluma sa puissante lampe torche, dirigeant le faisceau directement sur l'homme. « Service de protection de la faune », cria-t-il avec autorité, utilisant son ancien titre comme bluff. « Restez où vous êtes et posez votre arme. » L'effet fut immédiat. Aveuglé par la lumière soudaine, l'intrus sursauta violemment, laissant tomber son fusil à fléchette. Il hésita un instant, puis, au lieu de fuir comme Mark s'y attendait, il plongea pour récupérer son arme. N'y pensez même pas, lança Mark, s'avançant rapidement. « La propriété est encerclée, les autorités arrivent, vous êtes pris. » L'homme se figea, semblant évaluer ses options. Dans la lumière crue de la lampe torche, Mark pouvait maintenant distinguer son visage. Un homme d'une 40aine d'années, le teint hâlé avec une cicatrice traversant son sourcil gauche. Un visage que Mark ne reconnaissait pas, certainement pas un braconnier local. « Vous faites une erreur »,
dit l'homme avec un accent que Marc ne put identifier immédiatement. Je ne faisais que repérer le terrain. En pleine nuit, avec un fusil tranquillisant, sur une propriété privée, Marc maintint la lumière dans les yeux de l'intrus. Je connais votre type. Vous chassez les lynx roux pour les vendre. Un sourire froid se dessina sur le visage de l'homme. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe réellement, monsieur Tremblay. Le fait que l'homme connaisse son nom frappa Marc comme un coup physique. Cela confirmait ses pires craintes. Ce n'était pas une rencontre fortuite. Ils étaient spécifiquement ciblés. « Je sais que vous trafiquez des animaux protégés, » répondit Marc, masquant sa surprise. « Et je sais que vous ne trouverez rien ici qui vous intéresse. » L'homme émit un petit rire. « Ce n'est pas ce que nos informations indiquent. On nous a signalé que vous hébergiez une femelle lynx roux et ses petits, des spécimens particulièrement précieux. » Avant que Marc ne puisse répondre, un bruissement dans les arbres au-dessus d'eux attira leur attention. L'homme leva instinctivement les yeux, et Marc profita de cette distraction pour se rapprocher, réduisant la distance entre eux à moins de 10 mètres. « Qui vous a informé ?» demanda Marc, gagnant du temps tout en continuant d'avancer lentement. L'homme reporta son attention sur lui, reculant d'un pas. « Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous les aurons, tôt ou tard. Ce que vous avez là vaut une petite fortune sur le marché international. » « Ils ne sont pas à vendre, » gronda Marc, sentant la colère monter en lui, « et ils ne vous appartiennent pas. »« Ils n'appartiennent à personne, » répliqua l'homme. « C'est justement ça le marché. On prend ce que personne ne possède. » Un hurlement lointain de sirène interrompit leur échange. L'homme jeta un regard nerveux par-dessus son épaule. « Ça ne change rien, » dit-il rapidement. « Nous reviendrons, et nous ne serons pas seuls. » Avant que Marc ne puisse réagir, l'homme lança quelque chose au sol, une petite capsule qui explosa dans un nuage de fumée dense. Marc recula instinctivement, couvrant sa bouche et son nez. Quand la fumée se dissipa quelques secondes plus tard, l'intrus avait disparu dans la forêt, abandonnant son fusil à fléchette. Marc ramassa l'arme et retourna rapidement vers la maison, son esprit analysant frénétiquement ce qu'il venait d'apprendre. Les trafiquants savaient exactement qui ils étaient et ce qu'ils gardaient. Et pire encore, ils avaient clairement l'intention de revenir en force. À l'intérieur, Sophie l'attendait, le visage pâle d'inquiétude. « J'ai tout entendu par le micro. Marc, ils savent pour Luna. » Marc acquiesça gravement, posant le fusil à fléchette sur la table. « Et ils savent qui nous sommes. Ce n'est pas un hasard s'ils sont venus ici. » Sophie examina rapidement l'arme. C'est un modèle professionnel, utilisé par les vétérinaires de zoo. Pas le genre d'équipement qu'un braconnier ordinaire pourrait se procurer. L'homme avait un accent, ajouta Marc, se remémorant la conversation. Est européen peut-être, et il a parlé d'un marché international. L'arrivée des autorités interrompit leur discussion. 2 agents de la Sûreté du Québec et un garde forestier passèrent l'heure suivante à inspecter les lieux et à prendre la déposition de Marc. Le fusil à fléchette fut saisi comme preuve et des patrouilles supplémentaires furent promises pour les nuits à venir. Une fois les officiers partis, Marc et Sophie se retrouvèrent dans la cuisine, l'adrénaline laissant place à une fatigue inquiète. « Nous ne pouvons plus attendre, » dit Sophie, servant 2 tasses de café fort. « Nous devons les déplacer dès que possible. » Marc hocha la tête. « Je vais appeler Jean-Philippe dès l'aube. Nous aurons besoin de son aide pour organiser le transport vers la réserve. »« Comment crois-tu que Luna réagira ?» demanda Sophie. « Elle nous a fait confiance jusqu'ici, mais un transport en cage. » Marc réfléchit à la question, se rappelant l'intelligence remarquable que Luna avait démontrée ces dernières semaines. « Je pense qu'elle comprendra. D'une certaine façon, elle a toujours semblé comprendre nos intentions. » Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit vraiment. Ils alternèrent les tours de garde, surveillant les écrans de sécurité et vérifiant régulièrement l'enclos où Luna et ses petits reposaient, inconscients du danger qui les menaçait.
Au petit matin, Marc contacta Jean-Philippe, lui expliquant l'urgence de la situation sans entrer dans les détails sur leur relation avec Luna. Le garde accepta immédiatement de les aider, proposant de venir le jour même avec un véhicule adapté au transport d'animaux sauvages. Pendant que Marc s'occupait de la logistique, Sophie entreprit de préparer Éclair pour le voyage. La rééducation du chaton avait progressé remarquablement, mais il n'était pas encore totalement rétabli. Le voyage et l'adaptation à un nouvel environnement représenteraient un défi supplémentaire. « Nous devrons lui faire un dernier examen complet », dit-elle à Marc, « et préparer un kit de secours pour l'accompagner, au cas où l'infection reviendrait. » Marc acquiesça, son regard se portant vers l'enclos où Luna observait calmement ses petits jouets. La lynx semblait particulièrement alerte ce matin, comme si elle avait perçu la tension ambiante. « Je vais lui parler », décida Marc. « Elle mérite de savoir ce qui se passe. » Sophie lui lança un regard dubitatif, mais ne dit rien. Elle avait depuis longtemps cessé de remettre en question la connexion spéciale entre Marc et Luna. Marc s'approcha de l'enclos, s'accroupissant à hauteur des yeux de Luna. La lynx vint immédiatement vers lui, s'asseyant de l'autre côté de la grille, ses yeux ambrés fixés sur lui avec cette intensité particulière qui semblait voir au-delà des apparences. « Nous avons un problème, Luna », commença Marc, sa voix douce et grave. « Des hommes dangereux vous cherchent, toi et tes petits. Nous devons vous emmener ailleurs, dans un endroit sûr. » Luna cligna lentement des yeux, ce geste que les félins utilisent pour exprimer leur confiance. Marc continua, expliquant en termes simples leur plan de relocalisation, le transport en cage, le nouvel environnement. Il savait que parler ainsi à un animal sauvage pourrait sembler absurde à un observateur extérieur, mais quelque chose dans l'attitude attentive de Luna l'encourageait à poursuivre. Jean-Philippe arriva en début d'après-midi, conduisant un véhicule officiel du service canadien de la faune. C'était un homme robuste d'une 50aine d'années, au visage buriné par des décennies passées en plein air et aux yeux vifs qui ne manquaient jamais un détail. Ancien collègue et mentor de Marc, il avait pris sa retraite du service actif pour se consacrer à la formation des nouveaux gardes, mais n'avait pas hésité une seconde à répondre à l'appel de son ami. « Sacrée histoire », commenta-t-il, après que Marc lui eut expliqué la situation, omettant toutefois de mentionner le passé partagé avec Luna. Ces réseaux de trafic d'animaux exotiques deviennent de plus en plus audacieux. La semaine dernière, on a intercepté une cargaison de lynx du Canada destinée à Dubaï, des chatons principalement. Marc et Sophie échangèrent un regard inquiet. L'ampleur du problème dépassait manifestement leur cas isolé. « Alors, où sont-ils, ces fameux lynx que je dois escorter ?» demanda Jean-Philippe, ajustant sa casquette officielle. Marc le conduisit vers la clinique, le prévenant à voix basse. « Jean-Philippe, il y a quelque chose que tu dois savoir. La femelle lynx n'est pas ordinaire. Elle nous connaît. » Le garde lui jeta un regard interrogateur. Marc hésita, puis décida de lui faire confiance entièrement. « Elle a vécu avec nous pendant 5 ans avant de retourner à la vie sauvage. Elle s'appelle Luna, et elle est revenue de son plein gré quand son petit a été blessé. » Jean-Philippe s'arrêta net. « Tu plaisantes? Un lynx roux domestiqué. » « Pas domestiqué, » corrigea Sophie, qui les avait rejoints. « Jamais. Nous l'avons élevée en préservant ses instincts naturels. Elle a toujours été libre de partir, et c'est ce qu'elle a fait quand elle était prête. » « Et elle est revenue 3 ans plus tard ?» Jean-Philippe secouait la tête, incrédule. « C'est extraordinaire. »« Attends de la voir, » dit Marc avec un petit sourire. « Elle va te surprendre. » Lorsqu'ils entrèrent dans la clinique, Luna était perchée sur la plateforme la plus élevée de l'enclos, observant ses petits qui jouaient en contrebas. Au son de la porte, elle tourna immédiatement la tête, ses yeux se fixant sur le nouveau venu avec une intensité qui fit frissonner Jean-Philippe. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Elle nous évalue. » Marc s'approcha de l'enclos,
s'adressant directement à Luna. C'est Jean-Philippe, Luna. Il est là pour nous aider. À la stupéfaction du garde forestier, Luna sembla hocher légèrement la tête avant de descendre gracieusement de son perchoir et de s'approcher de la grille, observant l'homme avec une curiosité calme plutôt qu'avec la méfiance qu'on attendrait d'un félin sauvage. « Incroyable !» souffla Jean-Philippe. « Elle comprend vraiment ce que tu dis ?»« Pas les mots exacts, » répondit Sophie, « mais certainement nos intentions et nos émotions. Et elle a une mémoire remarquable. » Pendant que Jean-Philippe contemplait cette rencontre inattendue, Marc et Sophie lui expliquèrent leur plan. Ils voulaient transporter Luna et ses petits vers la réserve écologique des monts Kekeko, où les félins pourraient être relâchés dans un environnement protégé, loin des trafiquants. Jean-Philippe hocha la tête, pensif. C'est un bon choix. La réserve est bien surveillée et l'habitat est parfait pour les lynx roux. Mais j'ai une autre suggestion. Il sortit une carte de sa poche, la dépliant sur une table proche. Il y a une zone nouvellement protégée ici, dans le secteur nord de la réserve de la Vérandrie. Plus éloignée, moins accessible au public, mais avec une équipe de recherche permanente qui pourrait garder un œil sur eux. Marc se pencha sur la carte, étudiant l'emplacement proposé. C'est à plus de 200 km d'ici. Exactement, confirma Jean-Philippe. Bien trop loin pour que vos trafiquants puissent les suivre, même s'ils découvrent qu'ils ont été déplacés. Après une brève discussion, ils convinrent que cette nouvelle destination était effectivement plus sûre. Le problème maintenant était d'organiser le transport. Jean-Philippe avait apporté 2 grandes cages de transport professionnel, mais capturer des lynx sauvages, même dans un enclos, n'était jamais une tâche simple. Normalement, je suggérerais de les sédater, dit Jean-Philippe, mais étant donné la blessure du petit et la relation spéciale que vous avez avec la mère, Marc réfléchit un moment, puis se tourna vers Sophie. Je pense que Luna comprendra si nous lui expliquons. Pour les chatons, c'est plus délicat. Sophie acquiesça, déjà en train de préparer une dose légère de tranquillisant. Une faible dose pour les petits, juste assez pour réduire leur stress pendant le transport. Pour Luna, voyons d'abord si elle accepte d'entrer volontairement dans la cage. À la surprise générale, c'est exactement ce qui se produisit. Après que Marc eut placé la cage ouverte dans l'enclos et expliqué patiemment à Luna pourquoi ce voyage était nécessaire, la lynx examina soigneusement la cage, reniflant chaque recoin avant d'y entrer calmement et de s'y asseoir, comme si elle attendait la suite des événements. « Je n'en crois pas mes yeux », murmura Jean-Philippe. Sophie, qui avait délicatement administré le tranquillisant aux 3 chatons, les plaça un à un dans la seconde cage. « Elle nous fait confiance », dit-elle simplement. « Elle sait que nous faisons cela pour les protéger. » Le chargement des cages dans le véhicule spécialisé se déroula sans incident. Jean-Philippe avait apporté un camion équipé spécifiquement pour le transport d'animaux sauvages, avec des compartiments ventilés et stabilisés pour minimiser le stress durant le voyage. « Je conduirai le camion », proposa Jean-Philippe. « Vous pouvez me suivre dans votre véhicule. » Marc secoua la tête. « Je monte avec toi et Luna. Sophie suivra avec notre 4x4 et l'équipement médical pour éclair. » Alors qu'il finalisait les préparatifs du départ, Sophie remarqua quelque chose d'étrange sur l'une des caméras de surveillance. « Marc » appela-t-elle, son ton soudain tendu. « Regarde ça. » Sur l'écran, on pouvait distinguer un véhicule garé à environ 1 kilomètre de leur propriété, partiellement dissimulé par les arbres. 2 silhouettes se tenaient près du véhicule, observant apparemment la maison avec des jumelles. « Ils sont revenus », murmura Marc. « Et comme promis, ils ne sont pas seuls. » Jean-Philippe examina rapidement les images. « Il faut partir maintenant. Je vais contacter mes collègues en route pour qu'ils interceptent ces individus, mais notre priorité est de mettre les lynx en sécurité. » Les minutes suivantes furent une course contre la montre. Ils chargèrent les dernières fournitures médicales, sécurisèrent les cages
et préparèrent les véhicules pour un départ immédiat. Marc vérifia une dernière fois que Luna était confortable, surpris de la trouver parfaitement calme malgré les circonstances. « On va vous emmener en sécurité », lui promit-il, passant doucement ses doigts à travers la grille pour effleurer son pelage. Luna cligna lentement des yeux en réponse, ce geste félin de confiance absolue. Ils quittèrent la propriété par un chemin forestier secondaire que Marc connaissait bien, évitant la route principale où les trafiquants auraient pu les intercepter. Le camion de transport, conduit par Jean-Philippe avec Marc à ses côtés, ouvrait la voie, suivi de près par Sophie dans leur robuste 4x4. Ils avaient parcouru environ 20 km quand Jean-Philippe remarqua quelque chose dans le rétroviseur. « Nous sommes suivis », dit-il calmement mais fermement. SUV noir, 2 véhicules derrière Sophie. Marc se retourna pour confirmer, son cœur s'accélérant. Comment ont-ils su? Ils ont peut-être surveillé votre propriété plus longtemps que vous ne le pensiez, suggéra Jean-Philippe, accélérant légèrement. Ou ils ont un informateur. Cette dernière possibilité troubla profondément Marc, qui, dans leur entourage limité, pourrait collaborer avec des trafiquants d'animaux. On ne peut pas les semer sur ces routes, constata Jean-Philippe, après quelques tentatives pour augmenter la distance. Et on ne peut pas risquer une course-poursuite avec les animaux à bord. Marc réfléchissait rapidement. Il y a un poste de garde forestier à environ 15 km. Si nous pouvons l'atteindre? Jean-Philippe hocha la tête et contacta Sophie par radio pour l'informer de la situation. Dans sa cage, Luna s'était redressée, semblant percevoir la tension croissante. Elle émit un son grave, presque comme un avertissement. La route forestière serpentait à travers les arbres, ses courbes serrées rendant la conduite difficile, surtout pour le camion de transport. Jean-Philippe manœuvrait avec expertise, maintenant une vitesse constante mais prudente, conscient de la précieuse cargaison qu'il transportait. « Il se rapproche », annonça Marc, les yeux rivés sur le rétroviseur. Le SUV noir avait dépassé Sophie et se trouvait maintenant directement derrière eux, ses phares aveuglants délibérément dirigés vers leurs yeux. Jean-Philippe jura doucement. « Ils essaient de nous forcer à nous arrêter. Appelle Sophie, dis-lui de rester en retrait. Si les choses tournent mal, elle pourra chercher de l'aide. » Marc transmit rapidement les instructions par radio. Dans sa cage, Luna s'était mise en position d'alerte, son corps tendu comme un ressort, ses yeux fixés sur la route devant eux. Les chatons, toujours sous l'effet du léger tranquillisant, dormaient paisiblement, inconscients du danger. « Combien de temps jusqu'au poste forestier ?» demanda Marc, vérifiant l'arme de service que Jean-Philippe lui avait confiée. Il n'avait jamais aimé les armes à feu, mais dans ces circonstances, il était reconnaissant d'avoir un moyen de défense. « Encore 10 minutes, peut-être plus avec cette conduite, » répondit Jean-Philippe, les yeux fixés sur la route sinueuse. « Mais je ne pense pas qu'ils nous laisseront l'atteindre sans intervenir. » Comme pour confirmer cette prédiction, le SUV accéléra soudainement, se portant à leur hauteur. Marc aperçut 2 hommes à l'intérieur, le conducteur et un passager dont le visage lui semblait familier. « C'est lui !» s'exclama-t-il, « l'homme de la nuit dernière. » Le passager du SUV baissa sa vitre et Marc vit avec horreur qu'il pointait quelque chose vers eux, pas une arme à feu, mais ce qui ressemblait à un dispositif électronique. « Attention !» cria-t-il, mais c'était trop tard. Un bruit strident envahit l'habitacle du camion, émanant de leur propre radio qui semblait avoir été piratée. Simultanément, le moteur du véhicule toussa et s'arrêta brusquement, plongeant les systèmes électroniques dans le noir. « Un brouilleur EMP !» grogna Jean-Philippe, luttant pour contrôler le camion qui ralentissait rapidement. Ils ont désactivé l'électronique du véhicule. Le camion s'immobilisa au bord de la route, les freins hydrauliques ayant heureusement continué à fonctionner malgré la panne électronique. Le SUV s'arrêta à quelques mètres devant eux, bloquant leur passage. « Sophie va foncer droit sur eux si elle ne réalise pas ce qui s'est passé. »
murmura Marc, cherchant frénétiquement son téléphone, qui était également hors service. Jean-Philippe sortit son arme de service. On n'a pas le choix. Il faut tenir jusqu'à ce qu'elle arrive ou que les renforts que j'ai appelés nous rejoignent. Les deux hommes descendirent du SUV, et Marc reconnut immédiatement l'homme à la cicatrice de la nuit précédente. L'autre était plus grand, plus massif, avec un crâne rasé et des tatouages visibles sur son cou. Tous deux portaient ce qui ressemblait à des armes tranquillisantes professionnelles. « Messieurs Tremblay et Morin », lança l'homme à la cicatrice avec un sourire froid. « Inutile de compliquer les choses. Nous voulons seulement les lynx. Vous pouvez partir librement. » Jean-Philippe, désormais positionné derrière la portière ouverte du camion, son arme pointée vers les deux hommes, répondit avec l'autorité d'un agent assermenté. « Service canadien de la faune. Posez vos armes immédiatement ou je serai contraint d'ouvrir le feu. » L'homme chauve ricana. « Un garde forestier à la retraite et un photographe. Vous pensez vraiment pouvoir nous arrêter? Nous sommes venus préparés. » Comme pour souligner ces paroles, deux autres véhicules émergèrent des arbres, s'arrêtant derrière le SUV. Marc sentit son cœur s'accélérer. Ils étaient largement surpassés en nombre. « Où est votre femme, monsieur Tremblay ?» demanda l'homme à la cicatrice, balayant la route du regard. « Elle devrait déjà être arrivée. » Cette question soudaine suscita une vague d'inquiétude chez Marc. Où était Sophie? Avait-elle été interceptée par d'autres membres du réseau? Un hurlement déchirant rompit le silence tendu. Pas un cri humain, mais le cri caractéristique d'un lynx roux en colère. Luna, dans sa cage à l'arrière du camion, avait commencé à s'agiter violemment, ses griffes raclant contre les barreaux métalliques. L'homme à la cicatrice sourit. « Ah, notre prix. Elle semble impatiente de nous rencontrer. »« Elle vous sent, » répondit Marc, gagnant du temps tout en cherchant désespérément une issue. « Les lynx peuvent sentir le danger. Et croyez-moi, vous ne voulez pas voir ce qui se passe quand celui-ci se met en colère. » La bravade était vide. Luna était solidement enfermée dans sa cage. Mais quelque chose dans son comportement intriguait Marc. Ce n'était pas de la peur ou de la rage aveugle qu'il percevait, mais quelque chose de plus délibéré. Soudain, un craquement retentit dans la forêt à leur droite. Tous les regards se tournèrent dans cette direction, y compris ceux des trafiquants. Marc saisit cette distraction pour échanger un regard avec Jean-Philippe, un plan silencieux se formant entre eux. Mais avant qu'ils ne puissent agir, un bruit de moteur rugissant retentit, suivi par l'apparition spectaculaire du 4x4 de Sophie, non pas sur la route, mais dévalant une pente abrupte à travers les arbres, directement vers les véhicules des trafiquants. « Sophie !» s'écria Marc, stupéfait par cette manœuvre téméraire. Le 4x4 percuta le flanc du SUV avec une force considérable, le faisant pivoter et créant un chaos instantané. Les hommes plongèrent pour se mettre à l'abri, permettant à Jean-Philippe de tirer un coup de semonce en l'air. Service canadien de la faune. À terre tous. Marc profita de la confusion pour se précipiter vers l'arrière du camion, déterminé à protéger Luna et ses petits. À sa grande surprise, il découvrit que la porte de la cage de Luna était partiellement ouverte. La lynx avait d'une manière ou d'une autre réussi à manipuler le loquet avec ses griffes. « Luna » murmura-t-il, stupéfait. La lynx le regardait, ses yeux brillants d'une intelligence qui dépassait toute compréhension animale conventionnelle. Dehors, la situation avait dégénéré en chaos complet. Sophie avait bondi hors du 4x4, un fusil de chasse à la main, une arme que Marc ne l'avait jamais vue utiliser mais qu'il gardait pour les urgences à la clinique. Jean-Philippe s'était repositionné, utilisant le camion comme couverture tout en gardant les trafiquants en joue. « Marc, comment vont les lynx ?» cria Sophie sans quitter des yeux les hommes au sol. « Ils vont bien, » répondit-il. « Luna a... Elle a presque réussi à ouvrir sa cage. » Un rire incrédule échappa à Sophie malgré la tension. Bien sûr qu'elle l'a fait.
L'homme à la cicatrice, toujours au sol mais visiblement furieux, cracha des mots qui glacèrent le sang de Marc. « Vous pensez avoir gagné? Nous savons exactement où vous allez. La véranderie, n'est-ce pas? Nous avons des gens là-bas aussi. » Cette révélation confirma les pires craintes de Marc. Quelqu'un les avait trahis, quelqu'un qui connaissait leur plan. Mais qui? Le rugissement distant de sirènes annonça l'arrivée imminente des renforts. Les trafiquants l'entendirent aussi, leur attitude changeant visiblement. « Ce n'est pas terminé », lança l'homme à la cicatrice avant de faire un signe à ses complices. Avec une coordination qui témoignait de leur expérience, ils se replièrent vers les véhicules encore fonctionnels, abandonnant le SUV endommagé. Jean-Philippe tira un autre coup de semonce. « Arrêtez ou je tire !» Mais les hommes disparurent dans leur véhicule, démarrant en trombe et s'éloignant rapidement dans la direction opposée à celle des sirènes approchantes. « Laisse-les partir », dit Sophie, rejoignant Jean-Philippe. « L'important, c'est que Luna et ses petits soient en sécurité. » Marc les rejoignit, son visage grave. « Ils savent où nous allons. » Quelqu'un leur a dit. Jean-Philippe rangea son arme, son expression reflétant la même préoccupation. « Il faut changer de destination immédiatement. »« Mais où ?» demanda Sophie, regardant anxieusement vers le camion. « Nous avions choisi la véranderie précisément parce que c'était isolé et sûr. » Un silence tendu s'installa entre eux, rompu uniquement par le son des sirènes qui se rapprochaient. Puis Marc eut une idée, si évidente qu'il se demanda pourquoi il n'y avait pas pensé plus tôt. « Le sanctuaire, » dit Marc, une lueur d'espoir dans les yeux. « C'est la solution. » Sophie et Jean-Philippe le regardèrent avec incompréhension. « Le sanctuaire des prédateurs boréaux, » expliqua Marc. « Tu te souviens, Sophie? Ce projet dont Isabelle nous parlait l'année dernière. » Le visage de Sophie s'illumina de compréhension. « Bien sûr, la réserve privée qu'Isabelle a créée après avoir quitté le ministère. C'est à plus de 300 km au nord, » compléta Marc, complètement hors des sentiers battus, accessible uniquement par des chemins forestiers privés. Et surtout, son existence n'est connue que d'un cercle très restreint de conservationnistes. Jean-Philippe hocha lentement la tête, son expression passant de la confusion à l'approbation. « Isabelle Deschamps, j'ai entendu parler de son projet, un sanctuaire pour les grands prédateurs blessés ou incapables de retourner à la vie sauvage. C'est une idée brillante, Marc. » Les sirènes se rapprochaient rapidement. Bientôt, 2 véhicules de la Sûreté du Québec émergèrent au tournant de la route, suivis par un camion du service de la faune. La demi-heure suivante fut consacrée à expliquer la situation aux autorités, à documenter l'attaque et à organiser la suite des opérations. Le camion transportant Luna et ses petits ayant été neutralisés par l'EMP, les cages durent être transférées dans un nouveau véhicule. À la surprise de tous, Luna resta parfaitement calme pendant cette opération, comme si elle comprenait qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire pour sa sécurité et celle de ses petits. Pendant que les agents interrogeaient Jean-Philippe et recueillaient des preuves sur la scène, Marc prit Sophie à part, s'éloignant suffisamment pour ne pas être entendu. « Il y a quelque chose qui me trouble, » dit-il à voix basse. « Comment ces hommes savaient-ils exactement où nous allions? Qui aurait pu leur dire ?» Sophie fronça les sourcils, partageant son inquiétude. « Jean-Philippe est au-dessus de tout soupçon, nous le connaissons depuis des années. » « Absolument, » acquiesça Marc. « Mais il a dû en parler à quelqu'un pour organiser notre arrivée à la véranderie. Un collègue, un supérieur, ou quelqu'un qui a intercepté les communications, » suggéra Sophie. « Ces réseaux de trafiquants sont sophistiqués, ils pourraient avoir des moyens d'espionnage avancés. » Marc secoua la tête, peu convaincu. « Je ne sais pas, ça me semble trop précis pour du simple espionnage. Et puis, il y a la façon dont l'homme à la cicatrice a parlé, comme s'il était certain que ses complices nous attendraient là-bas. » Leurs réflexions furent interrompues par l'approche de Jean-Philippe, qui venait de terminer sa déposition auprès des agents. « Tout est arrangé, » annonça-t-il. « 2 véhicules de police nous escorteront pendant les premiers 50 km,
Puis nous continuerons seuls pour ne pas attirer l'attention. J'ai prévenu Isabelle de notre arrivée, elle nous attend. Tu as utilisé une ligne sécurisée ? Demanda Marc, incapable de dissimuler sa méfiance. Jean-Philippe lui lança un regard perçant, comprenant immédiatement ses préoccupations. Communication cryptée sur un canal d'urgence, confirma-t-il. Et j'ai parlé directement à Isabelle, personne d'autre n'est au courant. Marc hocha la tête, légèrement rassuré. Désolé, c'est juste que... Je comprends, l'interrompit Jean-Philippe. À votre place, je me méfierais aussi. Mais nous devons avancer avec ce que nous avons. La priorité est de mettre ces lynx en sécurité. 1 heure plus tard, leur petit convoi reprenait la route. Cette fois, Marc conduisait le camion de transport, avec Sophie à ses côtés. Jean-Philippe les suivait dans un véhicule du service de la faune, restant en communication constante via une radio sécurisée. Les 2 voitures de police les encadraient, leurs gyrophares silencieux mais prêts à être activés au moindre signe de danger. Dans la partie cargo du camion, Luna s'était finalement endormie, épuisée par les événements. Ses petits étaient blottis contre elle, le tranquillisant ayant maintenant complètement cessé d'agir. Marc et Sophie avaient installé une petite caméra qui leur permettait de surveiller les félins depuis la cabine. « Elle est incroyable », murmura Sophie, observant Luna sur le petit écran. « Tu as vu comment elle a réagi pendant l'attaque ? Pas de panique, juste une détermination calme et cette tentative d'ouvrir sa cage. » Marc acquiesça, gardant les yeux sur la route sinueuse. « Je me demande jusqu'où va réellement son intelligence. Il y a des moments où j'ai presque l'impression qu'elle comprend tout ce que nous disons. » « Peut-être que c'est le cas, » dit doucement Sophie. « Pas les mots exacts, mais le sens général. Les lynx sont déjà naturellement intelligents, et Luna a eu une exposition unique aux humains pendant ses années formatives. » Ils roulèrent en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées. Puis Sophie reprit, sa voix trahissant une émotion contenue. « Quand tout cela sera terminé, quand ils seront en sécurité, ce sera vraiment un adieu définitif, n'est-ce pas ?» Marc sentit sa gorge se serrer. Il n'avait pas voulu formuler cette pensée, mais Sophie avait raison. Cette fois, il ne reverrait probablement jamais Luna. Le sanctuaire était trop éloigné, trop isolé, et c'était mieux ainsi, pour la sécurité de Luna et de ses petits. « Oui, » répondit-il finalement. « Mais c'est comme ça que ça doit être. Elle appartient à la nature, pas à nous. Nous avons eu le privilège de partager une partie de sa vie. C'est déjà plus que ce que la plupart des gens peuvent espérer. » Sophie posa une main sur son bras, comprenant parfaitement ce mélange de fierté et de tristesse. « Tu as raison. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, elle nous surprendra à nouveau. » Le voyage vers le sanctuaire prit près de 6 heures, la nuit tombant alors qu'ils traversaient des routes de plus en plus isolées. Après que les véhicules de police les eurent quittés, ils avaient continué seuls, Jean-Philippe les guidant à travers un labyrinthe de chemins forestiers secondaires pour éviter les routes principales où ils auraient pu être repérés. Finalement, ils atteignirent une clôture discrète mais robuste, marquant l'entrée du domaine privé d'Isabelle Deschamps. Un portail électronique s'ouvrit à leur approche, commandé à distance après que Jean-Philippe eut communiqué leur arrivée. Le sanctuaire des prédateurs boréaux s'étendait sur plus de 5000 hectares de forêt mixte, offrant des habitats variés allant des zones denses de conifères aux clairières ouvertes. Contrairement à un zoo ou même à un centre de réhabilitation conventionnel, le sanctuaire avait été conçu pour que les animaux puissent vivre dans des conditions aussi proches que possible de leur environnement naturel, tout en bénéficiant d'une protection contre les menaces humaines. Ils suivirent un chemin de terre bien entretenu sur environ 2 kilomètres avant d'apercevoir les lumières du bâtiment principal, une construction basse en bois et pierre qui se fondait harmonieusement dans le paysage forestier. Devant la porte, une silhouette les attendait. Isabelle Deschamps avait la soixantaine bien entamée, mais son port droit et son regard vif démentaient son âge.
Ancienne biologiste de renommée internationale spécialisée dans les grands prédateurs, elle avait quitté le monde académique pour créer ce sanctuaire, investissant sa fortune personnelle et sa passion dans ce projet unique. Marc, Sophie, les salua-t-elle chaleureusement, alors qu'ils descendèrent du camion. Jean-Philippe m'a expliqué la situation. Quelle histoire extraordinaire! Après de brèves embrassades, Isabelle les conduisit vers une structure adjacente au bâtiment principal, une clinique vétérinaire moderne équipée pour traiter des animaux sauvages de toute taille. Nous allons d'abord examiner l'état des lynx après ce long voyage, expliqua-t-elle. Puis nous déciderons du meilleur endroit pour les installer. Pendant que l'équipe d'Isabelle s'occupait de décharger soigneusement les cages du camion, Marc prit un moment pour observer les alentours. Le sanctuaire était isolé, protégé, parfait pour Luna et ses petits. Ici, ils seraient non seulement à l'abri des trafiquants, mais aussi dans un environnement conçu spécifiquement pour respecter leur nature sauvage, tout en leur offrant une protection discrète. L'examen des lynx se déroula sans incident. Éclair, le chaton blessé, montra des signes encourageants de guérison, sa démarche s'améliorant visiblement malgré une légère asymétrie qui persisterait probablement. Ombre et Brume, les deux autres petits, étaient en parfaite santé, leur comportement vif et curieux témoignant de leur adaptation remarquable, malgré les épreuves récentes. Quant à Luna, elle se laissa examiner avec une patience surprenante, ses yeux intelligents suivant chaque mouvement d'Isabelle, avec une curiosité calme. « Elle est fascinante », commenta la biologiste terminant son examen. « Je n'ai jamais vu un lynx roux sauvage aussi à l'aise en présence humaine tout en conservant ses instincts naturels. Vous avez fait un travail remarquable avec elle. »« C'est plutôt elle qui nous a appris, » répondit doucement Sophie. « Nous n'avons jamais vraiment domestiqué Luna. Elle a choisi de partager notre vie pendant un temps, puis de retourner à la nature quand elle était prête. » Isabelle hocha la tête, comprenant parfaitement. « Et maintenant, elle vous a fait suffisamment confiance pour vous confier ses petits dans un moment de besoin. C'est extraordinaire. » Après l'examen, Isabelle les conduisit vers une section du sanctuaire spécialement aménagée pour l'acclimatation des nouveaux arrivants. C'était un enclos de près d'1 hectare, entouré d'une clôture discrète mais infranchissable, reproduisant fidèlement l'habitat naturel des lynx roux, des zones boisées, des affleurements rocheux, des espaces ouverts, et même un petit ruisseau qui le traversait. « Ils resteront ici pendant environ 1 mois, » expliqua Isabelle, tandis qu'ils observaient les préparatifs finaux. Cela leur permettra de s'adapter progressivement à leur nouvel environnement tout en restant sous surveillance. Ensuite, nous ouvrirons une section de la clôture pour leur donner accès à l'ensemble du sanctuaire. Marc hocha la tête, admirant la méticulosité avec laquelle chaque détail avait été pensé. « Et les trafiquants? Vous êtes sûr qu'ils ne peuvent pas les atteindre ici ?» Isabelle sourit, un éclair de détermination traversant son regard. Le sanctuaire dispose d'un système de sécurité à la pointe de la technologie, caméras thermiques, détecteurs de mouvement, patrouilles régulières, sans compter que l'emplacement exact n'est connu que d'une poignée de personnes de confiance. « Et le personnel ?» demanda Sophie, toujours préoccupée par la présence potentielle d'un informateur. « Une équipe réduite de passionnés, tous personnellement sélectionnés, » répondit Isabelle. « Beaucoup sont d'anciens gardes forestiers ou biologistes qui ont consacré leur vie à la protection des espèces menacées. Je leur confierai ma vie. » Ces assurances apaisèrent quelque peu les inquiétudes de Marc et Sophie. L'heure était venue de procéder au transfert de Luna et ses petits dans leur nouvel habitat temporaire. Sophie administra un léger sédatif à Éclair pour éviter qu'il ne sollicite trop sa patte encore fragile pendant le processus. Les cages furent transportées au centre de l'enclos, puis ouvertes simultanément à distance grâce à un mécanisme automatisé. Marc, Sophie, Jean-Philippe et Isabelle observaient depuis une cabane d'observation discrète,
équipés d'écrans reliés aux caméras dispersées dans l'enclos. Ombre et brume furent les premiers à émerger, explorant avec prudence mais curiosité leur nouvel environnement. Éclair suivit plus lentement, encore légèrement sous l'effet du sédatif, mais visiblement intrigué par les odeurs et les sons qui l'entouraient. Luna, quant à elle, resta un moment dans sa cage ouverte, scrutant intensément les alentours. Puis, dans un geste qui émut profondément Marc et Sophie, elle tourna la tête directement vers la cabane d'observation comme si elle savait exactement où il se trouvait. « Elle nous voit », murmura Sophie, la gorge serrée par l'émotion. « Elle nous sent », corrigea doucement Isabelle. « Les lynx ont un odorat exceptionnel. Elle perçoit votre présence. » Luna finit par sortir de sa cage, rejoignant ses petits qui commençaient déjà à explorer leur nouveau territoire. Avec une grâce majestueuse, elle les guida vers un affleurement rocheux qui offrait une vue dominante sur l'enclos. Les chatons la suivirent docilement, semblant comprendre instinctivement l'importance de rester ensemble dans ce nouvel environnement. « C'est le moment de partir », dit Jean-Philippe après quelques minutes d'observation silencieuse. Ils doivent s'approprier cet espace sans présence humaine excessive. Marc et Sophie savaient qu'il avait raison, mais l'idée de quitter Luna, de lui dire adieu une seconde et dernière fois, leur brisait le cœur. Ils échangèrent un regard, communiquant silencieusement ce mélange complexe d'émotions qu'ils partageaient. « Pourriez-vous nous laisser quelques minutes seuls ?» demanda Marc aux autres. « Juste pour dire au revoir. » Jean-Philippe et Isabelle acquiescèrent avec compréhension, quittant discrètement la cabane d'observation. Une fois seuls, Marc et Sophie restèrent silencieux un long moment, observant Luna qui avait commencé à montrer à ses petits comment explorer prudemment leur nouveau territoire. « Elle va s'en sortir », dit finalement Sophie, sa voix légèrement tremblante. « Elle est forte, intelligente, et ses petits apprendront d'elle. » Marc hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. Sur l'écran, Luna s'était arrêtée à nouveau, tournant son regard ambré directement vers la caméra, comme si elle pouvait voir à travers l'objectif, directement dans leurs yeux. « Tu crois qu'elle comprend ?» demanda-t-il finalement. « Qu'elle sait que c'est un adieu ?» Sophie prit sa main, la serrant fort. « Je pense qu'elle comprend plus que nous ne pourrons jamais le savoir. Elle est venue nous chercher quand elle avait besoin d'aide. Elle nous a fait confiance avec ses petits. Et maintenant, elle sait qu'elle doit continuer sans nous. » Marc activa l'interphone extérieur, un système conçu pour permettre aux chercheurs de diffuser occasionnellement des sons naturels dans l'enclos lors d'études comportementales. Il s'approcha du microphone, hésitant un instant avant de parler. « Luna », dit-il doucement, sa voix portée par les haut-parleurs discrets dispersés dans l'enclos. « Prends soin de toi et de tes petits. Tu seras toujours dans nos cœurs. » Sur l'écran, la réaction de Luna fut immédiate et stupéfiante. Au son de la voix de Marc, elle se redressa complètement, ses oreilles pivotant vers la source du son. Puis, dans un geste qui semblait défier toute explication scientifique, elle inclina légèrement la tête, comme dans un salut délibéré. Sophie étouffa un sanglot. Elle nous dit au revoir. Ce moment suspendu sembla durer une éternité, cette connexion invisible mais tangible entre des êtres que tout séparait dans la grande chaîne de la vie, et pourtant unis par un lien qui transcendait les barrières des espèces. Puis Luna se détourna, rejoignant ses petits qui l'attendaient avec impatience. Ensemble, la petite famille s'éloigna vers les profondeurs de l'enclos, disparaissant progressivement de la vue des caméras, retournant à la vie sauvage qui était leur véritable destinée. Marc et Sophie restèrent silencieux un long moment après leur départ, laissant les émotions les traverser, la tristesse de la séparation, mais aussi la joie profonde d'avoir pu partager, même brièvement, la vie extraordinaire de cette créature magnifique. « Il est temps », dit finalement Marc, éteignant les écrans. « Luna a sa vie, nous avons la nôtre. »
Ils rejoignirent Jean-Philippe et Isabelle qui les attendaient près du bâtiment principal. Le soleil commençait à se coucher, baignant le sanctuaire dans une lumière dorée qui donnait au lieu une qualité presque mythique. « Vous êtes les bienvenus ici quand vous le souhaitez », leur assura Isabelle. Pas pour interagir directement avec Luna, bien sûr, mais pour observer de loin, savoir qu'elle va bien. Cette invitation généreuse apporta un certain réconfort. L'idée de pouvoir occasionnellement s'assurer du bien-être de Luna, même à distance, allégeait quelque peu la douleur de la séparation. Alors qu'il se préparait à partir, Jean-Philippe reçut un appel sur son téléphone sécurisé. Sa conversation fut brève, mais son expression s'éclaircit visiblement. « Bonne nouvelle », annonça-t-il en raccrochant. « La sûreté a intercepté 2 des trafiquants qui nous ont attaqués, et ils ont obtenu des informations sur leur réseau. » « Ont-ils découvert qui était l'informateur ?» demanda immédiatement Marc. Jean-Philippe hocha la tête, son expression grave. C'était Antoine Lefebvre, un technicien administratif récemment embauché au service de la faune. Il avait accès aux communications internes. Sophie fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Pourquoi trahir ainsi ?»« L'argent, bien sûr, » répondit Jean-Philippe avec amertume. Ces réseaux paient généreusement leurs informateurs. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est l'ampleur de l'opération que les autorités ont découverte. Ce n'est pas juste un petit groupe de braconniers, mais un réseau international bien organisé. Malgré la gravité de ces révélations, Marc ressentit un certain soulagement. Savoir que les autorités avaient maintenant pris la mesure de la menace signifiait que d'autres animaux sauvages seraient mieux protégés à l'avenir. Les adieux furent chaleureux mais brefs, chacun ressentant l'épuisement physique et émotionnel des derniers jours. Jean-Philippe resta au sanctuaire pour coordonner avec les autorités, tandis que Marc et Sophie reprenèrent la route vers leur maison, désormais étrangement vide sans la présence de Luna et ses petits. Le trajet se déroula majoritairement en silence, chacun absorbé dans ses propres pensées. Ce n'est qu'à l'approche de leur propriété que Sophie brisa le silence. « Tu sais ce qui me réconforte, » dit-elle doucement. « C'est de savoir que quelque part, dans la nature sauvage, une partie de Luna se souviendra toujours de nous. Et ces petits, d'une certaine façon, porteront aussi ce souvenir, transmis par leur mère. » Marc sourit, trouvant du réconfort dans cette pensée. « Et nous porterons toujours le souvenir de Luna, de ce qu'elle nous a appris sur l'intelligence des animaux sauvages, sur leur capacité à faire confiance, à comprendre, à se souvenir. » Alors que leur maison apparaissait entre les arbres, Marc sentit une étrange sérénité l'envahir. Luna était là où elle devait être, protégée et libre à la fois, élevant ses petits dans un environnement qui respecterait leur nature sauvage, tout en les gardant à l'abri des dangers créés par l'homme. Et peut-être qu'un jour, dans quelques années, lorsqu'éclairs, ombres et brumes seraient devenus des lynx adultes indépendants, Luna repenserait aux humains qui l'avaient aidée par 2 fois. Peut-être qu'elle lèverait les yeux vers le ciel étoilé, humant l'air nocturne, et quelque part dans sa mémoire féline, elle se souviendrait de cette étrange famille qu'elle avait connue, ces êtres d'une espèce différente qui avaient pourtant partagé avec elle un lien transcendant les barrières de la nature. Car certains liens, même entre des espèces que tout sépare, ne se brisent jamais vraiment. Ils s'étirent à travers le temps et l'espace, invisibles mais éternels, comme des fils d'or tissés dans la grande tapisserie de la vie.